fustiger la philosophie, ou bien on aurait tort de considérer l'être humain comme un être fondamentalement qui a des aspirations matérielles. L'homme n'a pas seulement des aspirations matérielles, mais également il a des aspirations intellectuelles, spirituelles. Or, il s'est trouvé que ces aspirations matérielles et intellectuelles n'ont pas été prises en charge par la science. De ce point de vue, on comprend que la technoscience a avorté, la technoscience a échoué, la technoscience a connu ce qu'on appelle le fiasco. Par fiasco, il faut entendre échec. Pourquoi je dis que la technoscience a connu ce qu'on appelle le fiasco? Parce que la technoscience est incapable de se prononcer sur les questions morales. D'où venons-nous? Où allons-nous? Que nous est-il permis d'espérer? Qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme? On peut dire que toutes ces questions n'ont pas été prises en charge par la technoscience. De ce point de vue, Karl Marx a tort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transformation sans spéculation. Quand je dis qu'il n'y a pas de transformation sans spéculation, j'entends par là que le téléphone portable qui est en train de sonner, donc qui est le mien, avant qu'il ne soit téléphone portable, il a été d'abord pensé. Donc l'homme doit penser sa vie. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas seulement un être figé, l'homme n'est pas seulement un être immobile, l'homme n'est pas seulement un être statique. Vous me comprenez? Deuxième question que vous avez posée. Je pense que c'est M. Gueye qui l'a posé. Une question très pertinente. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Pour paraphraser les propos de Platon. Il faut d'abord regarder le contexte dans lequel Platon parlait. Parce qu'il faut d'abord contextualiser avant d'expliquer. Mieux, il faut contextualiser avant d'actualiser. Pourquoi est-ce que Platon disait nul n'entre ici s'il est géomètre? Parce que tout simplement, il faut comprendre que dans l'Antiquité grecque, j'y reviendrai tout à l'heure, la philosophie et la science entretenaient des relations compatibles, ce que j'appelle le mariage. Prenons l'exemple d'un couple humain. Il y a mariage lorsque le couple décide de se marier. Il y a mariage parce que la relation est harmonieuse. Il y a mariage, c'est parce que l'homme et la femme décident de se marier. Par exemple, comme chez nous les chrétiens, lorsqu'il y a mariage chez nous chrétiens, parce que fondamentalement, il faut qu'il y ait 5 points. L'engagement, la liberté, la fidélité, la fécondité et l'indissociabilité. Voici les 5 points fondamentaux qui déterminent le mariage chrétien catholique. Pourquoi parle-t-on de mariage en philosophie, en science? Parce que tout simplement, dans l'Antiquité grecque, la philosophie et la science étaient une seule et inséparable. Pourquoi est-ce qu'il y a mariage entre philosophie et science? Parce que dans l'Antiquité grecque, la philosophie et la science étaient inséparables comme le recto et le verso d'une feuille de papier. Mieux, j'approfondirai la réflexion en disant que dans l'Antiquité grecque, la philosophie et la science étaient inséparables comme les deux faces d'une pièce de monnaie. De ce point de vue, on comprend que la science et la philosophie ont intérêt à cheminer ensemble. Pourquoi? Parce que rappelons-nous, comme l'a dit M. Diop à l'entente de son discours, il faut comprendre que la philosophie et la science ont cheminé ensemble durant 23 siècles. Maintenant, qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que la philosophie? Nous y reviendrons tout à l'heure. Maintenant, quand Platon dit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, or, nous savons que la géométrie est une branche de la science. Entendons par là que la géométrie étant une branche de la science ne peut pas être disséquée, ne peut pas être séparée, ne peut pas être enlevée de la science. Bref, disons que la philosophie et la science sont indissociables. La philosophie et la science ne peuvent pas être séparées. Ça, c'était la deuxième question. Troisième question, pour clarifier encore. Il y a un élève qui a posé la question, c'est toujours Fatima, la différence entre la science et la technique. Répondre à cette question reviendrait à faire une analyse conceptuelle. Répondre à cette question reviendrait à faire une analyse notionnelle. Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que la technique? M. Diop a raison. Je corrobore les propos de M. Diop quand il dit clairement que si nous sommes en train de faire notre synthèse convenablement à l'heure où je parle, je pense, je parle, j'accouche des idées. On est d'accord. Maintenant, si mes propos sont entendus, c'est parce qu'il y a deux choses qui sont associées. Contrairement aux élèves qui font tendance à faire l'amalgame, entendons-nous bien, la science en tant que telle, elle est abstraite. La technique, elle est concrète. Je précise, la science en tant que telle, elle est abstraite. La technique, elle est concrète. Ça veut dire quoi? Le couple technoscience a besoin de cheminer ensemble. Nous sommes dans une époque, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, fondamentalement marquée par les pouvoirs de la technoscience, à tel point qu'on parle de techno-science. Donc la science à elle seule, elle ne peut pas satisfaire l'homme. Pour que la science soit matérielle, pour que la science soit concrète, elle a besoin d'être accompagnée par la technique. C'est pourquoi on parle de technoscience. Mais qu'est-ce que la science? J'entends par science une pensée rationnelle, caractérisée par l'objectivité, l'universalité, l'unanimité, la capacité de parvenir à des connaissances dont on peut faire la preuve. Je reprends la définition. Vous reprochez tout à l'heure à M. Diop d'être trop rapide. Alors, je reprends la définition. Par science, il faut entendre une pensée rationnelle, caractérisée par l'objectivité, l'universalité, l'unanimité, la capacité de parvenir à des connaissances dont on peut faire la preuve. Je reprends une troisième fois. Définition de la science. La science est une pensée rationnelle, caractérisée par l'objectivité, l'universalité, l'unanimité,
la capacité de parvenir à des connaissances dont on peut faire la preuve. Si vous regardez la définition de la science que j'ai proposée, j'y ai introduit ce qu'on appelle les caractéristiques de la science. La science est rationnelle, elle est unanime, elle est caractérisée par l'objectivité, l'universalité. Voici pourquoi, pour comprendre les caractéristiques fondamentales de la science, je me suis accoutumé à dire à mes élèves, considérons la science comme amour. Comme si nous pouvons besoin. Soit on est amoureux de sa mère, de sa sœur, ou bien de quelqu'un dont je ne peux pas parler. Alors, considérons la science comme amour, pour permettre aux élèves de comprendre les tenants et les aboutissants de mon discours. A signifie activité, amour, hein, comme vous l'entendez. A, activité. M, méthodique. O, objective. U, universel. Et enfin, R, rationnel. C'est pourquoi je dis que la science est amour. Alors, de ce point de vue, on comprend que la technique et la science sont en train de rendre l'homme comme maître et possesseur de la nature, pour reprendre la judicieuse expression de René Descartes. Grâce à la technoscience, nous dit Descartes, l'homme est en train de dominer et de maîtriser, de percer les secrets de la nature. Pendant ce temps, qu'ont fait les philosophes? On n'a fait qu'à parler. Je pense que depuis ce matin, M. Diop n'a fait qu'à parler, n'est-ce pas? Il y a de cela quelques semaines, on a privé au Sénégal ce qu'on appelle la connexion. Ce que je dis est récent. C'est un bel exemple. M. Diop m'appelle au téléphone, qu'est-ce qu'il m'a dit? Rien que ce qui se passe dans notre société, on comprend que la technoscience semble être plus efficace, plus pragmatique, plus utile que la réflexion philosophique. Nous, les philosophes, on n'a rien inventé, on ne fait qu'à parler. Objection. Entendons-nous bien, il serait dangereux de dévaloriser la philosophie. L'être humain est fait pour penser. L'être humain est fait pour philosopher. L'être humain est fait pour donner un sens à son existence. Donc je corrobore les propos de Arthur Schopenhauer qui dit ceci, je cite. L'homme est un animal métaphysique. Mais qu'est-ce que la métaphysique? Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour brosser, je dirais que la métaphysique est le socle de la réflexion philosophique. Pour brosser, je dirais que la métaphysique est considérée comme la philosophie première. Mais pourquoi devons-nous philosopher? J'ai envie de reprendre les propos du philosophe camerounais, Joe Moël, qui dit ceci. Si le monde a besoin de la philosophie, c'est parce qu'il y a un manque dans la culture humaine. De l'inhumain dans l'humain, de l'irréalité dans la réalité. Je reprends. Si le monde a besoin de la philosophie, c'est parce qu'il y a un manque dans la culture humaine. De l'inhumain dans l'humain, de l'irréalité dans la réalité. Mais qu'est-ce qui est inhumain? Passez-moi et pardonnez-moi l'expression, l'homosexualité est inhumaine et immorale et amorale. Qu'est-ce qui est inhumain? Tirer sur sa population me semble inhumain. Mais qu'est-ce qui est inhumain? Le fait de vouloir dire quelque chose et de se le dire le lendemain. Ce sont des choses qui sont immorales et amorales. Par conséquent, nous devons philosopher. Nous devons philosopher pour échapper à l'ignorance. Nous devons philosopher pour convertir la partie animale qui sommeille en l'homme pour la convertir à l'humanité. Dans cette perspective, je corrobore les propos de Maria Maba, consignés dans son ouvrage intitulé « Une si longue lettre » à la page 73. Je cite Maodo, virgule, l'homme est un, deux points, grandeur et animalité confondues. Mais qu'est-ce que la grandeur? Je répondrai que la grandeur, c'est la conscience. Qu'est-ce que l'animalité? C'est la partie animale qui sommeille en nous. Parce que chacun d'entre nous a une partie animale qui sommeille en lui. Mais il y a une partie mal connexion. Tu n'y peux rien. C'est que Sigmund Freud appelle ça. Pourquoi est-ce que Mariam Ba dit que l'homme est caractérisé par deux tendances contradictoires? Victor Hugo va confirmer ses propos dans son ouvrage intitulé Les Contemplations, à la page 521. Les Contemplations, je vous renvoie à la page 521. Que dit Hugo? L'homme est clémence et colère. En d'autres termes, l'homme serait caractérisé par deux tendances contradictoires. C'est unique. Voici pourquoi je dis toujours à mes élèves, pour comprendre la quintessence du domaine 2, communément appelé la vie sociale, il n'y a qu'une seule question qui se profile à l'horizon. La question fondamentale à laquelle nous devons nous se pencher, c'est la question qu'est-ce que l'homme? Domaine 2, nature et culture, état, liberté, c'est la question qu'est-ce que l'homme? Une question qui semble être banale, une question qui semble être anodine, mais en réalité une question très difficile à cerner. Peut-être que nous y reviendrons tout à l'heure. Mais c'était pour faire une gymnastique intellectuelle. D'accord, hein? Commencez-vous. Hein? Alors, M. Diop, je voudrais que tu distribues, comment dirais-je, les corrections que j'ai faites des deux sujets. Je ne sais pas si est-ce que tout le monde en a. Moi, je voudrais commencer par la pratique. Pourquoi pratique? Parce que j'ai eu à corriger deux sujets. Si vous pouvez me rappeler les deux sujets, s'il vous plaît. Bon, c'est vous qui décidez. Soit je commence par le domaine 1 en faisant de la théorie, soit je commence par la pratique. Il y a un décidé mon top 5 grand. Ok, merci. Bon, tracer mon top 5 grand, aucun problème. Je vous écoute.
yéen rek laay topp mais moom ku leen topp ay dàllam dagg ah. On commence par quel domaine j'ai dit? 1. Merci. Alors, je pense que la majorité l'emporte. Pratiquement tout le monde voudrait que je commence par le domaine 1, communément appelé l'introduction à la philosophie. Mais je voudrais commencer par la pratique, mais c'est comme, puisque c'est vous qui décidez, absolument aucun problème. Alors, ce que nous devons comprendre dans le domaine 1, communément appelé l'introduction à la philosophie, je pense que vous le savez autant que moi, mais nous devons rappeler, c'est important. L'enjeu principal du domaine 1, c'est la problématique de la définition de la philosophie. L'enjeu principal du domaine 1, en tout cas, c'est la problématique de comprendre la difficulté de cerner qu'est-ce que la philosophie. À la question inaugurale et centrale, cette question que j'appelle la question inaugurale et centrale, à la question inaugurale, qu'est-ce que la philosophie? Nous avons constaté qu'il y a eu plusieurs réponses. Non seulement les réponses apportées par les philosophes sont multiples, mais également elles sont contradictoires. Chaque philosophe va s'efforcer de proposer une définition qui vaille à ses yeux. Chaque philosophe va essayer de définir la philosophie de la manière dont il l'entend. Dès lors, on a constaté qu'il y a querelle, il y a contradiction, il y a divergence, il y a opposition notoire, il y a relation conflictuelle entre les philosophes. Mais pourquoi est-ce que les philosophes ne s'entendent pas autour de la vérité? Pourquoi est-ce que les philosophes, à la question de savoir qu'est-ce que la philosophie, nous avons constaté qu'il y a une multiplicité, une variété de réponses multiples et contradictoires? Non seulement les réponses sont multiples, mais également elles sont contradictoires. Aucun philosophe n'a essayé d'accepter la proposition, la définition de son semblable ou bien de son congénère. De ce point de vue, on comprend que la philosophie semble être difficile à définir, la philosophie semble être problématique, la philosophie semble être même indéfinissable. Tenez, une anecdote. Il y a un professeur de philosophie qui s'appelait Jules Lachelier. L'histoire s'est passée en France. Jules Lachelier entre dans sa salle, premier cours de philosophie. Un élève très curieux, ou bien une élève très curieuse comme Fatima, lui pose la question: Monsieur, qu'est-ce que la philosophie? Le professeur prend ses clés et ses claques, il dégage. Il n'a pas répondu à la question, il rentre. Deuxième séance, il revient, on lui repose la même question. Monsieur, qu'est-ce que la philosophie? Il n'a pas pipé mot, il n'a pas répondu, il prend ses bagages, il rentre. Troisième séance de cours, on lui repose la même question. Monsieur, qu'est-ce que la philosophie? Voici la réponse qu'il propose à ses élèves. Je ne sais pas. Ouais, imaginez, monsieur Moussem Tofi, qu'est-ce que la philosophie? Je ne sais pas. Réponse philosophique. Le professeur Jules Lachelier a proposé à ses élèves une réponse intrinsèquement, fondamentalement philosophique. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que le professeur était dans la mouvance de faire comprendre à ses élèves: vous m'avez posé une question dont la solution semble être introuvable. Vous m'avez posé une question, une équation dont la solution, dont Albert Einstein même est incapable de résoudre. Mais quelle est cette équation dont je fais allusion? C'est la question: qu'est-ce que la philosophie? Une façon de montrer qu'il est difficile, impossible même de définir la philosophie. Toutefois, pour proposer, je dis bien proposer, des définitions à la philosophie, on a jugé nécessaire de faire recours à son étymologie grecque. D'un point de vue étymologique, le mot philosophie serait composé de deux notions, de deux concepts, à savoir philo et sophia, dérivés du verbe grec philéen qui signifie aimer. Philo qui signifie amour, sophia qui signifie sagesse, connaissance, savoir. Alors, sophia qui signifie sagesse, connaissance et savoir. Globalement, la philosophie pourrait être définie comme l'amour de la sagesse. Entendons-nous bien, j'ai conjugué le conditionnel. Contrairement aux élèves qui ont l'habitude, une petite parenthèse, quand ils tentent de définir la philosophie, qu'est-ce qu'ils disent? La philosophie est l'amour de la sagesse. Conjuguer le conditionnel ou bien utiliser des adverbes, la philosophie est souvent définie. La philosophie est généralement définie. La philosophie pourrait être définie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'exactitude en philosophie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de définition universelle en philosophie. Toute définition proposée en philosophie a été contestée, comme on dit souvent. Je pense que c'est Victor Hugo qui parle. Être contesté, c'est être constaté. Quand Hugo dit que être contesté, c'est être constaté, entendons par là que cette affirmation pourrait être analysée sous un angle fondamentalement philosophique. On pourrait dire également qu'en philosophie, si on est contesté, c'est parce que nos propos ont été lus, ont été constatés. Alors, je reviens à l'idée de départ. D'un point de vue étymologique, il semble que le mot philosophie soit composé de deux concepts, de deux notions. Philo et sophia. Philo qui signifie amour, sophia qui signifie sagesse, connaissance et vérité. Globalement, la philosophie pourrait être définie comme l'amour de la sagesse, si l'on en croit à son étymologie grecque.
Dire que la philosophie elle est amour de la sagesse ne signifie pas que le philosophe soit un savant. Dire que la philosophie est amour de la sagesse ne signifie pas que le philosophe soit un sage. Dire que la philosophie est amour de la sagesse ne signifie pas que le philosophe soit un sachant. Dès lors, le philosophe n'est ni un sage, ni un savant,